Lecture du texte 8, un retour inattendu. Nous avons laissé Bilbo sous la montagne avec le dragon Smaug. Entre-temps, il a vécu bien d'autres aventures. Il a même vécu une guerre pour récupérer le magnifique trésor du dragon qui appartenait à l'origine aux nains. À la fin de toutes ces aventures, après bien d'autres rencontres avec des êtres magiques, comme les elfes, les aigles géants, et d'autres péripéties, frôlant la mort, Bilbo rentre enfin chez lui, avec sa part du trésor. Il est accompagné de Gandalf. Mais ce qu'il va trouver dans sa maison constituera une dernière aventure. Toutes choses ont une fin, même cette histoire. Et le jour vint enfin où ils se trouvèrent en vue du pays où Bilbo était né et où il avait grandi, où les formes de la terre et des arbres lui étaient aussi connues que ses propres membres. Arrivé au haut d'une butte, il vit au loin sa colline. Il s'arrêta soudain et dit : « Les routes se poursuivent, encore et toujours, par-dessus les rochers et sous les arbres, par des cavernes où jamais le soleil n'a luit, par des rivières qui jamais la mer ne trouve. Les routes se poursuivent, encore et toujours, sous les nuages et sous les étoiles. Mais les pieds qui sont partis à l'aventure reviennent enfin au lointain foyer. Les yeux qui le feu et l'épée ont vu, et l'horreur dans les salles de pierre, se posent enfin sur les verts pâturages et les arbres et les collines depuis longtemps connus. » Gandalf le regarda. « Mon cher Bilbo, dit-il, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous n'êtes pas le hobbit que vous étiez. » Là-dessus, ils traversèrent le pont, passèrent près du moulin au bord de la rivière et arrivèrent ainsi jusqu'à la porte même de Bilbo. « Seigneur, que se passe-t-il ? » s'écria le hobbit. Il y avait une grande agitation. Des gens de toutes sortes, des respectables et des peu respectables, se pressaient en foule autour de la porte. Un grand nombre entrait et sortait, sans même s'essuyer les pieds sur le paillasson, remarqua Bilbo non sans contrariété. S'il était surpris, les autres le furent encore bien davantage. Il était revenu en pleine vente aux enchères de ses propres affaires. Une grande affiche imprimée en noir sur fond rouge était apposée à la porte. On pouvait y lire que, le 22 juin, messieurs Grubb et Burrows vendraient aux enchères les effets de Feu Bilbo Baggins. Feu quelqu'un, ça veut dire que la personne est morte. Feu Bilbo Baggins, de cul-de-sac, sous la colline, à Hobbitville. La vente commencerait à 10 heures précises. Il était à présent presque l'heure du déjeuner, et la plupart des objets avaient déjà été vendus, à des prix divers allant de presque rien à une bouchée de pain, comme il n'est pas rare en pareil cas. Les cousins de Bilbo, les Sackville-Baggins, étaient occupés, en fait, à mesurer ces pièces pour voir si leur propre mobilier y rentrerait. Bref, Bilbo était présumé mort, et ceux qui le disaient ne regrettaient pas tous de constater que leur supposition était erronée. Le retour de M. Baggins causa beaucoup de perturbations, tant sous la colline que sur la colline et de l'autre côté de l'eau. Ce fut beaucoup plus que la merveille d'un jour. Les ennuis juridiques durèrent des années. Il fallut longtemps pour faire admettre, en fait, que M. Baggins était de nouveau vivant. Il fallut beaucoup d'efforts pour en convaincre les gens qui avaient fait des affaires d'or à la vente et ne voulaient pas lui rendre ses affaires. Et enfin, pour gagner du temps, Bilbo dut racheter une bonne partie de son mobilier. Un grand nombre de ses cuillères d'argent, qui avaient mystérieusement disparu, ne furent jamais retrouvées. Personnellement, il soupçonna les Sackville-Baggins. De leur côté, ils n'admirent jamais
que le Bilbo Baggins qui était revenu fut le Baggins authentique, et ils ne furent plus jamais en bons termes avec lui. Ils avaient vraiment tant voulu habiter son gentil trou de hobbit. En fait, Bilbo découvrit qu'il avait perdu bien autre chose que ses cuillères d'argent. Il avait perdu sa réputation. Il est vrai qu'il demeura à tout jamais par la suite un ami des elfes, qu'il fut honoré par les nains, les magiciens et tous les gens de cette sorte qui passaient par là. Mais il n'était plus tout à fait respectable. Tous les hobbits du voisinage le tenaient pour bizarre, à l'exception de ses neveux et nièces du côté turc. Je regrette de dire qu'il ne s'en souciait guère. Il était parfaitement satisfait. Et le son de sa bouilloire, sur le foyer, lui parut toujours par la suite encore plus mélodieux qu'aux jours tranquilles d'avant la visite inattendue. Il accrocha son épée au-dessus de la cheminée. Sa cotte de maille fut disposée sur un support dans le vestibule, jusqu'au moment où il la prêta à un musée. Son or et son argent furent généreusement dépensés en cadeaux, aussi bien utiles qu'extravagants, ce qui explique dans une certaine mesure l'affection de ses neveux et nièces. Il garda soigneusement le secret sur son anneau magique, car il s'en servait toujours, surtout quand se présentaient des visiteurs ennuyeux. Il se mit à écrire de la poésie et à rendre visite aux elfes. Et, en dépit de tous ceux qui hochaient la tête et se touchaient le front en disant « Ce pauvre vieux Baggins !» Et bien que peu de gens crussent à ces histoires, il demeura très heureux jusqu'à la fin de ses jours, qui furent de très longue durée.